De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Oh, nous allons parler de beaucoup de choses, mais principalement de deux livres qui sont disponibles en français. Et donc, je n'irai pas dans autant de détails que d'habitude, parce que justement, les livres sont disponibles. D'habitude, je vous parle de livres qui ne sont disponibles qu'en anglais. J'essaie d'aller dans plus des détails, mais là, vous pouvez lire les livres vous-même. Donc, je veux simplement vous mettre l'eau à la bouche. Et si vous n'avez pas encore lu Alan Gordon, Déjouer la douleur chronique, les deux livres de John E. Sarno disponibles en français ou Lily Road, Bye Bye douleur chronique, je vous conseille fortement de lire ces livres avant de commencer la lecture des deux livres que je vais conseiller dans cette vidéo. Mais si vous avez lu tout le matériel de base et que là vous cherchez d'autres lectures, ces deux livres pourraient grandement vous aider. Et c'est même l'espèce de pivot que je conseille quand on fait le reconditionnement de la douleur. Au début, justement, lire des livres qui sont strictement à propos du reconditionnement de la douleur, mais de plus en plus pivoter vers des livres qu'on pourrait appeler, en gros, le développement personnel. Il ne faut pas rester, justement, dans les livres purement du reconditionnement de la douleur, c'est de la stagnation. De plus en plus pivoter vers le développement personnel. Même, je dirais, c'est ça, à mesure que le pourcentage de livres qu'on lit sur le reconditionnement de la douleur diminue, le matériel qu'on absorbe sur le développement personnel devrait augmenter. C'est ça qu'on va explorer dans cette vidéo. Le développement personnel, la stagnation, principalement à travers le concept de ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Très important. Est-ce que vous stagnez dans votre reconditionnement de la douleur? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous imaginer, seulement vous imaginer, en santé, étant bien? C'est un commentaire que j'entends souvent et je le sais parce que j'ai passé moi-même par là, j'avais de la difficulté à m'imaginer en santé. Donc comment veut-on se sentir bien si on n'est même pas capable de s'imaginer? Il y a quelque chose qui nous bloque. Et ça, on pourrait appeler ça justement de l'auto-sabotage. Donc le premier livre que je vous conseille, c'est un livre qui s'intitule La montagne, c'est toi de Brianna Wiest. Moi, je l'ai écouté en livre audio gratuitement sur Spotify. Et donc, je le traduis, c'est ça, de la version audio anglaise. Donc, peut-être que la traduction ne sera pas très élégante, mais c'est disponible en français. Je recommande grandement ce livre. Je vais vous faire un résumé du premier chapitre pour vous donner l'eau à la bouche. Que nous dit Brianna? Il n'y a rien qui vous retient plus dans la vie que vous-même. On aime ça blâmer les circonstances externes. Mais c'est nous l'obstacle principal. La montagne, c'est vous. L'auto-sabotage peut sembler masochiste. Il peut paraître être le produit d'une haine envers soi-même, un manque de confiance ou d'estime personnelle ou de volonté. Je n'ai pas assez de volonté. Mais en réalité, l'auto-sabotage est simplement la présence d'un désir ou d'un besoin subconscient qui est assouvi par le comportement en question. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et là, on va plus large que la douleur. C'est en général, au début d'une nouvelle année, les gens font des résolutions. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en train de procrastiner? Ils veulent s'améliorer, mais il y a quelque chose qui les bloque. Et là, on dirait que c'est une espèce d'adversaire à l'intérieur de nous, un démon. Je veux faire ceci, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Ce qu'elle nous dit, elle, c'est que nous faisons exactement ce que nous voulons faire. En réalité, il y a la présence d'un désir ou d'un besoin subconscient qui est assouvi par le comportement en question. Méditez là-dessus. Donc, ce qu'il faut faire, elle va nous expliquer, c'est de permettre à ces désirs et ces besoins inconscients,
subconscient de remonter à la surface, d'émerger à la conscience. Pour le surmonter, nous devons procéder à une excavation psychologique profonde. Et là, elle nous donne les clés. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des faiblesses dans la chaîne. Si tout ce que vous écoutez en reconditionnement de la douleur, c'est ma chaîne, je peux vous dire qu'il y a des faiblesses, des angles morts que j'explore moins que les autres chaînes. Comme par exemple la régulation des émotions ou l'exploration des traumatismes. Et ça, le meilleur, c'est vraiment Tanner Murtaugh en anglais. Si vous avez besoin de vidéos spécifiques, un commentaire que j'entends souvent, c'est que c'est très difficile de choisir quelle vidéo écouter parce que oui, on peut mettre les sous-titres dans les vidéos, mais lorsqu'on voit les titres des vidéos en anglais, on ne sait pas sur laquelle cliquer. Donc, s'il y a des sujets particuliers dont vous avez besoin, je peux vous envoyer des vidéos spécifiques de Tanner Murtaugh. C'est lui le meilleur pour la régulation émotionnelle. Il vous parle de la théorie polyvagale. Mais comme il le dit souvent, je ne peux pas adresser vos traumatismes sur YouTube. Et là, moi, ce que je vous dis, c'est que c'est mieux de travailler justement avec un thérapeute qualifié qui s'y connaît en traumatisme. Et là, si vous dites, suis-je traumatisé? La réponse est probablement oui. Même si ce n'est pas des traumatismes en tant que tels qui ont mené au développement de la douleur chronique, lorsqu'on est en douleur chronique, depuis longtemps, depuis des années, c'est traumatisant. C'est traumatisant d'être en douleur pendant des années. C'est un fait. On ne s'en sort pas. Donc, que nous dit-elle? Il faut identifier le ou les événements traumatiques, relâcher des émotions qui n'ont pas été métabolisées. Ça va sûrement être ma prochaine vidéo, justement. Trouver des façons plus saines d'assouvir nos besoins, qui jusqu'à ce point étaient subconscients, évidemment. Réinventer notre image personnelle, parce que justement, on est victime de croyances limitantes. Développer des principes comme l'intelligence émotionnelle, très important, et la résilience. Et là, elle nous parle de Carl Jung. Stephen Ray Ozanich en parle énormément dans ses livres, et il mentionne justement cet événement qui est clé dans notre compréhension, non seulement de la douleur chronique, mais des mécanismes qui nous retiennent d'être en expansion dans notre propre vie. L'auto-sabotage n'est pas toujours évident à prime abord. Lorsque Carl Jung était jeune, il s'est cogné la tête. Il se chamaillait un peu avec ses camarades. Il s'est évanoui pour une brève période de temps et il s'est dit « Ah ah! Peut-être que je n'aurai plus besoin d'aller à l'école maintenant. » Et là, d'après ce que j'ai compris, c'était sur une période de 6 mois, il a commencé à s'évanouir de plus en plus souvent. Il pouvait s'évanouir presque volontairement pour justement ne plus avoir à aller à l'école. Il n'aimait pas l'école, il n'aimait pas faire ses devoirs, il avait la difficulté à s'entendre avec ses camarades. Et il a commencé à développer ce mécanisme pour ne plus avoir à prendre ses responsabilités. Mais là, une journée, il entendait son père parler et son père commençait à s'inquiéter pour son futur. Et il a réalisé qu'il devait arrêter ce comportement et retourner à l'école pour pouvoir continuer son instruction et devenir indépendant dans la vie. Donc, j'ai parlé moi-même de ça, mais je vais répéter. Elle dit, il n'aimait pas aller à l'école et n'était pas à l'aise avec ses pairs. Peu après, il a commencé à avoir des épisodes d'évanouissement. Il a subconsciemment développé ce qu'il appellerait une névrose. Ça, c'est le terme qu'il utilisait à l'époque, qui est une substitution pour une souffrance légitime. Le fait qu'il n'était pas à l'aise avec ses camarades, il n'était pas à l'aise avec l'école, avec les devoirs. Il a fait une association subconsciente entre s'évanouir et ne plus avoir besoin d'aller à l'école. Les évanouissements étaient une manifestation de son désir subconscient de ne pas avoir
à faire ses devoirs. Dans le sens le plus large du terme en français, faire ses devoirs, c'est vraiment un mot lourd de sens. Notre devoir de citoyen. Donc j'espère ici que vous voyez des parallèles avec votre douleur chronique, mais pas juste la douleur chronique. On est dans le plus large ici que la douleur chronique. C'est nos mécanismes d'auto-sabotage en général dans la vie. Ce livre, évidemment, La montagne, c'est toi, s'adresse aux gens qui ne sont pas nécessairement en douleur chronique. Pour la plupart des gens, leurs peurs et leurs attachements sont des symptômes de problèmes plus profonds pour lesquels ils ne possèdent pas de meilleure manière de gérer. L'auto-sabotage est une manière de gérer nos désirs subconscients lorsque nous ne sommes pas capables d'admettre ces besoins parce que nous ne sommes pas capables de les assouvir. Nous pouvons saboter notre guérison, et là, elle utilise le mot guérison au sens le plus large, pas juste éliminer des symptômes chroniques. Elle en parle brièvement dans le livre, en psychoanalysant nos sentiments au lieu de les ressentir. Donc ça revient constamment. Ça va être la prochaine vidéo. Sentir nos sentiments. Qu'est-ce qu'on fait avec les sentiments? On les sent. Ça le dit dans le mot. Qu'est-ce qu'on fait déjà avec les sentiments? Je ne m'en rappelle plus. On les sent. Sentiments. Quelque chose qui est vraiment important aussi avec Jung, je vais revenir à Jung, c'est de comprendre le concept de l'ombre. Et donc, j'ai une page et un compte Facebook que je vais afficher à l'écran ici. Et je vais y poster une petite vidéo sur le concept de l'ombre, qui est très important. L'ombre, c'est tout ce qui est réprimé, refoulé. Donc, c'est beaucoup plus que le négatif. Admettons que on veut être un chanteur ou un artiste, et là, on est dans une famille qui trouve que c'est instable financièrement, et on se fait convaincre par nos parents, par exemple, de devenir un comptable. Nos désirs artistiques sont réprimés. Donc l'ombre, oui, c'est la rage réprimée, comme nous dit Sarno, mais ce n'est pas que le négatif. Et ça, c'est le problème, c'est qu'on voit ces émotions-là comme étant négatives. Elles ne sont pas négatives. Mais c'est ce qu'on appellerait, même dans notre évaluation superficielle, le positif aussi, nos désirs artistiques, si on continue avec cet exemple. Très important de comprendre le concept de l'ombre pour comprendre Jung. Et je vais mettre une vidéo sur Facebook. Des fois, nous sabotons notre discours interne. On se dit des choses négatives. Parce que si nous commencions à croire en nous-mêmes, nous devrions prendre des risques et ça nous laisserait vulnérables. Donc ça, c'est très important à comprendre. Il y a un point que j'appelle, moi, le point d'absurdité, où au début, on évite parce que la chose qu'on évite nous fait souffrir. C'est une stratégie très court terme. Oh, ça me fait souffrir, j'évite. Mais à un moment donné, la douleur qui crée l'évitement devient plus grande que la douleur de ce qu'on évite. La plupart des gens doivent atteindre ce point avant de faire quelque chose, avant d'entreprendre un processus comme le reconditionnement de la douleur. Il faut atteindre ce que moi j'appelle le point d'absurdité. C'est une mauvaise manière de gérer, une façon d'assouvir nos besoins sans avoir à reconnaître ses besoins. Ça ne nous donnera jamais ce dont nous avons vraiment besoin. Nous sommes à la surface des choses. L'auto-sabotage vient de vieilles peurs non examinées à propos du monde et de nous-mêmes. Une peur abstraite peut être la représentation d'une peur plus profonde. Ça serait trop effrayant de contempler la vraie peur, alors nous projetons ces sentiments sur des situations qui ont moins de chances de se réaliser. Puisque ces événements ont peu de chances d'arriver, ça devient une inquiétude plus sécuritaire. Nous savons subconsciemment que c'est peu probable.
Nous possédons ainsi une avenue pour exprimer notre sentiment sans se mettre en danger. Et là, elle donnait des exemples. J'ai pris mon propre exemple. Donc là, c'est de la spéculation. C'est des pistes que j'explore en ce moment, mais le mécanisme que j'explore en spéculation pour mon présent et mon futur, c'est quelque chose que j'ai observé, ce dont je suis sûr pour mon passé, avec la douleur. Donc, voyez-le toujours comme ça. Si nous avons peur de conduire une voiture, par exemple, ça peut représenter une peur plus profonde d'être en contrôle de sa vie ou d'avancer dans la vie. Si on devient conscient du vrai problème, on peut travailler à le résoudre. Comment suis-je trop passif? Comment puis-je prendre le contrôle? Mais si nous ne sommes pas conscients du vrai problème, nous continuons à être surréactifs en allant en voiture ou en pensant en conduire une. Moi, j'ai extrêmement peur de conduire une voiture. Et là, c'est de la spéculation de dire ça pourrait représenter une peur plus profonde d'être en contrôle. Je n'ai aucune peur des voitures en tant que telles. Ça ne me dérange pas d'être dans le siège du passager. Ah ah! Mais, ça c'est de la spéculation. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était ça, la douleur chronique pour moi. La peur de la douleur était une peur de surface. Surtout quand j'ai commencé le reconditionnement de la douleur et que je savais que ce n'était pas un vrai danger. Je le savais à quelque part en dedans de moi. Mais j'avais encore peur parce que c'était une peur de surface. C'était une peur de quoi? C'était une peur d'être en contrôle. C'était une peur d'avancer. J'avais de plus en plus peur dans ma vie de bouger, d'avancer. Et donc, j'ai commencé à avoir mal en bougeant et je suis devenu paralysé. J'étais paralysé dans ma vie symboliquement et je suis devenu paralysé littéralement. Je ne pouvais plus bouger mon corps parce que je ne pouvais plus bouger dans ma vie en général. Donc la peur de la douleur était une peur de surface. Il faut aller plus profond, aller à la racine. Tant qu'on adresse la peur à la surface, on ne va pas à la racine des choses. Ma peur d'avancer, ma peur de bouger dans la vie. Non pas de bouger mon bras. Surface. Si on essaie de résoudre le problème en surface, nous allons toujours frapper un mur. Il ne faut pas enlever le pansement avant d'avoir une bonne stratégie pour guérir la blessure. L'auto-sabotage vient de fausses associations négatives subconscientes. Ça démontre que le narratif intérieur est passé date, limitant ou tout simplement faux. Donc ça, c'est le bout du livre que j'ai décidé de traduire pour vous mettre l'eau à la bouche. Et là, c'est un grand livre. Hein? En livre audio, ça m'a pris 5h45, je crois, à l'écouter. Donc, elle explore beaucoup de matériel. Je ne peux pas explorer tout le livre. Les 2 points que j'ai envie d'explorer, c'est des points qui reviennent souvent, mais ils reviennent souvent pour une raison. Que nous dit-elle dans le livre principalement? S'il ne fallait que faire l'emphase sur 2 points, ce serait ces 2 points. Le cerveau aime ce qui est familier. Très important à comprendre. Il est inconfortable avec ce qui est nouveau. Donc, si ça fait longtemps qu'on est en douleur, le cerveau est familier avec la douleur et l'idée du bien-être le rend inconfortable. Et ça, c'est contre-intuitif. Mais voyons donc, comment puis-je être inconfortable avec l'idée du confort? Pourquoi vous avez la difficulté à vous imaginer bien dans votre peau, en santé? C'est plus complexe que ça, mais c'est une grosse partie du mécanisme. Ça fait tellement longtemps que vous êtes inconfortable, ça fait tellement longtemps que vous êtes en douleur. C'est ça qui est familier. Et là, on peut retourner justement à la racine du mot, la famille. Si vous avez été élevé dans un certain milieu, on veut toujours, même si on est dans des relations malsaines, recréer ce qui est familier. Donc, à moins qu'on fasse un travail introspectif, on va recréer des situations inconfortables dans notre vie parce que c'est ce à quoi on est habitué dans notre famille d'origine. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on fait le reconditionnement de la douleur, c'est qu'au début, vous allez être inconfortable avec le confort. Il faut passer à travers la bosse initiale,
de l'anxiété, ça crée de l'anxiété changée. Mais une fois qu'on passe la bosse, là on peut devenir justement confortable avec le confort. Mais c'est un point crucial, ça, de réaliser que il faut arrêter de mettre des valeurs sur ces états. Dire la douleur c'est mauvais, le confort c'est bien. Votre cerveau ne voit pas ça comme ça. Votre cerveau est familier avec la douleur et donc il est inconfortable avec l'idée du bien-être. Et il faut changer ça. Un autre concept qui est très important à comprendre, c'est le biais de la confirmation. Ça, j'en parle souvent, je devrais en parler encore plus souvent. Qu'est-ce que le biais de la confirmation? Votre cerveau cherche constamment à confirmer ce qu'il croit déjà. Il cherche, il scanne votre corps, l'environnement, pour confirmer ses croyances. Donc si on pense qu'on est un perdant, qu'on est en douleur, qu'on est impuissant, votre cerveau cherche constamment des preuves dans l'environnement de cette croyance fondamentale. Il faut changer la croyance. Et ça, c'est un travail, mais c'est faisable. Il faut changer la croyance de base. Et là, une fois qu'on change notre croyance, parce qu'on a des pensées, on ne contrôle pas nos pensées, mais on contrôle lesquelles de nos pensées nous croyons. Ça, nous contrôlons. C'est une décision, la croyance. Je décide, non, il y a une pensée qui pense. Je ne crois pas à cette pensée qui vient de passer. Ah, celle-là, oui. Et là, on commence à les entretenir, les bonnes pensées. On change notre croyance et là, de plus en plus, le biais de la confirmation qui marche en ce moment contre vous va commencer à fonctionner à votre avantage. Vous n'allez plus besoin d'avoir de faire d'efforts après une certaine période. Votre cerveau va le faire tout seul. Il va chercher constamment des faits dans l'environnement qui confirment votre croyance, laquelle que je vais de mieux en mieux. Je suis sur la voie du rétablissement, je me sens bien, je vais de mieux en mieux. Il va chercher de plus en plus de preuves de ce phénomène. 22 minutes. Donc ça, c'est pour le livre de Brianna Wiest. La montagne, c'est vous. Je vous recommande ce livre. Elle recommandait un autre livre dans son livre qui est Le Grand Saut de Gay Hendricks. J'avais déjà lu ce livre, mais je l'ai réécouté en livre audio. C'est vraiment un livre excellent. Un concept de base qui peut être intéressant à connaître avant d'explorer son livre, c'est qu'est-ce qu'ils appellent maintenant l'adaptation hédonique ou le tapis roulant hédonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'ils ont découvert en psychologie, c'est que la plupart des gens cherchent le bonheur de façon externe. Il y a des situations externes qui vont créer leur bonheur et on a découvert que ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne le bonheur. La plupart des gens ont ce qu'ils appellent en anglais une ligne de base du bonheur. Donc si quelqu'un gagne la loterie, il va y avoir initialement une espèce d'euphorie. Mais après une certaine période, on va revenir à notre ligne de base du bonheur. Et ça marche pour les événements négatifs. On est dans un accident de voiture, prenons un cas extrême, nous devenons paraplégiques. C'est horrible, nous sommes en deuil de notre fonctionnalité, mais après une certaine période, la personne va revenir à sa ligne de base. C'est contre-intuitif un peu, mais c'est comme ça, c'est ce qu'ils ont découvert. Souvent, par exemple, lorsqu'on regarde les vieilles études, ils ont tendance à croire que la ligne de base est presque génétique, qu'on ne peut rien faire pour bouger la ligne de base. Maintenant, avec la neuroplasticité, nous savons que c'est faux. Nous pouvons jouer avec notre ligne de base. Mais ça, c'est en faisant un travail intérieur. Si vous attendez qu'il y ait des circonstances extérieures pour être heureux, vous n'adoptez pas la bonne stratégie. Vous aurez beau gagner la loterie, et ça, elle en parle souvent, Brianna, dans son livre. Elle nous dit, la plupart des gens pensent que l'argent peut résoudre leurs problèmes d'argent. Si vous avez un problème d'argent, c'est souvent on ne sait pas comment gérer l'argent. Et là, avoir plus d'argent ne va pas régler le problème. Il faut aller à la base, il faut apprendre à gérer l'argent. Et on peut avoir des croyances limitantes envers l'argent. Si, lorsqu'on était jeune, nos parents nous ont toujours dit, les riches sont tous corrompus, eh bien là, dans notre subconscient, ça va être un programme qu'il faut effacer.
et redévelopper et dire non, il y a des gens qui ont de l'argent et qui s'en servent bien, ils font de la philanthropie, ils aident les autres. Tous les riches ne sont pas corrompus. Donc c'est un travail profond. Mais avec la neuroplasticité, nous avons découvert que la ligne de base du bonheur est mouvante. Surtout, il y a plusieurs techniques, mais la plus simple qu'on peut définir en un mot, c'est la méditation, par exemple. Hein? J'essaie de mettre l'emphase sur du matériel français, donc je ne sais pas si vous connaissez Mathieu Ricard. Lui, ils ont fait des scans de son cerveau et il n'aime pas ce titre, mais jouant un peu avec, il a été nommé l'homme le plus heureux de la Terre. Et lui, il dit toujours, non, non, j'ai rencontré d'autres moines bouddhistes qui sont beaucoup plus heureux que moi. On n'avait simplement pas scanné leur cerveau. Mais l'idée, justement, c'est que cette vision du bonheur comme une espèce de ligne de base immouvable est totalement absurde. C'est comme dire, on est né avec une habilité à jouer au piano. Non, c'est certain qu'il y a une espèce de talent naturel, mais il faut se pratiquer. Comment on devient bon au piano? On se pratique. Mais dans notre société occidentale, on a tendance à penser que le bonheur est une espèce de talent inné. Non, ça se développe comme jouer du piano. Il faut se pratiquer au bonheur. Et lorsqu'on voit des gens comme Mathieu Ricard, c'est un peu, moi je le vois comme quelqu'un qui a fait de la musculation du cerveau. C'est le Arnold Schwarzenegger du cerveau. Arnold, il a passé des années comme ça à lever des poids avec ses muscles. Ils sont devenus gros. Lui, il a passé des années à faire de la méditation. Il a passé des années à se muscler le cerveau. Il est très fort mentalement. Donc sa ligne de bonheur est très haute. Il a bougé sa ligne de bonheur. Pas en modifiant les circonstances externes, en modifiant son intérieur. Donc c'est un concept important avant d'appréhender le livre de Gay Hendricks, Le Grand Saut, mais lui, il pousse le concept encore plus loin. Que nous dit Gay Hendricks dans son livre? Il nous dit que la plupart des gens ont une limite de bonheur, et dès qu'ils vont frapper la limite du bonheur, comme ça, ils vont créer toutes sortes de comportements auto-saboteurs, d'auto-sabotage, pour se ramener à leur ligne de bonheur. Donc souvent, ça peut avoir lieu dans différents domaines. On a une promotion au travail, voici notre ligne de bonheur. On a une promotion au travail, on commence à gagner plus d'argent. Ah, on n'est pas habitué, ce n'est pas familier, ça nous rend inconfortable. On va commencer à s'ostiner avec notre mari ou avec notre femme. On va se disputer, on va se chamailler. Boum, on revient, on est confortable. On revient à notre ligne de base de bonheur habituelle. Et moi, je me souviens, c'était une révélation pour moi, ce livre. Lorsque j'ai lu son livre, j'ai commencé à observer ce phénomène partout autour de moi. Les gens ne sont pas confortables avec le bonheur, et dès qu'il y a une situation qui devrait les rendre plus heureux, ils trouvent des façons, on dirait, de s'auto-saboter pour ramener leur bonheur à une espèce de ligne qui se travaille. Mais justement, c'est un travail intérieur qui prend du temps. Le livre de Gay Hendricks n'est pas un livre de reconditionnement de la douleur, mais lui, il a déjà vu des gens qui ont réussi à éliminer leurs symptômes en faisant ce travail. Très intéressant. Donc, il travaille avec des gens, par exemple, qui commencent à avoir des migraines. Et là, on explore leur vie et on réalise que, justement, ils veulent se punir. Mettons quelqu'un qui était dans un mariage où il devenait de plus en plus confortable. Et là, il se met, à l'heure du dîner, à avoir une affaire, avoir une aventure, on dit en français, une aventure sexuelle avec quelqu'un au bureau. Et là, il se sent revivre, il se sent excité à nouveau. Mais il a des migraines. Ah! Après les aventures sexuelles. Il se punit. Et là, il faut faire un travail justement pour réaliser que nous stagnons
dans notre vie et là, il est allé chercher justement l'excitation dans quelque part d'externe. Et ce que nous dit Gay Hendricks, c'est que nous avons certains niveaux. L'incompétence, la compétence, l'excellence et notre zone de génie. Et là, ça peut paraître être très bon d'être dans notre zone d'excellence. Mais si on reste trop longtemps dans une zone, on commence à avoir ce qu'il appelle le fardeau du non-épanouissement. Ça nous crée un poids. Et là, ce qu'il nous dit avec cet homme, par exemple, c'est que il a commencé à stagner dans sa vie. Et il est allé chercher l'excitation ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, il faut retourner, confronter. Il a parlé à sa femme du fait qu'il a eu une aventure. Il lui a dit, même si notre mariage est bon, nous stagnons. Et là, il a commencé à travailler son mariage et les migraines sont disparues. Il nous parle de beaucoup de cas comme ça, de la fibromyalgie même. Il nous parle de quelqu'un, par exemple, qui travaillait à l'université. Il s'est fait engager par une autre université, mais là, il fallait qu'il continue en attendant à travailler à l'université où il était malheureux. Il fallait qu'il donne des discours et il a commencé à développer une laryngite. On n'a pas trop besoin d'explorer ce cas psychosomatique. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que même dans notre zone d'excellence, on peut commencer à avoir le fardeau du non-épanouissement et que même les gens autour de vous vont vouloir vous garder dans votre zone d'excellence parce que quand on est, par exemple, le dirigeant d'une compagnie, on est fiable dans notre zone de compétence et d'excellence. Mais souvent, si on se sent non épanoui, il peut se développer des symptômes. Il parle de ça. Et c'est lorsqu'on va dans notre zone de génie qu'on se sent 100% épanoui. Quels sont les obstacles à aller dans notre zone de génie? Se sentir fondamentalement brisé ou défectueux. Ça peut venir de l'enfance. Se sentir déloyal envers ses racines, qu'on abandonne ses proches, surtout si on est élevé dans des croyances limitantes. Les riches sont tous corrompus. Je commence à avoir plus d'argent. J'ai l'impression de trahir mes racines. Plus de succès mène à une plus grosse charge. C'est pour ça qu'on se contracte, on garde notre monde petit. Ouh, ça va être difficile. Ça va être plus difficile. Lui, ce qu'il nous dit, c'est le contraire, c'est que plus on monte dans notre zone de génie, plus les choses commencent à couler facilement autour de nous. Ça, c'est très important. Le crime d'éclipser. Souvent, lorsqu'on est jeune et qu'on a une espèce d'habilité naturelle, les adultes, subconsciemment évidemment, nous font sentir que ce n'est pas bien d'éclipser les autres par notre talent et donc on trouve des moyens d'étouffer notre talent pour ne pas que les autres se sentent mal autour de nous et deviennent jaloux. Je ne veux pas trop explorer ce livre en profondeur puisqu'il est disponible en français. Je veux simplement vous mettre l'eau à la bouche. Wow, 33 minutes. Quels sont des signes, je vais finir avec ça, quels sont des signes selon lui que nous sommes en train de nous plafonner, d'imposer une limite à notre bonheur? S'inquiéter. Lui, il nous dit, oui, des fois on peut s'inquiéter, mais toujours se poser la question, premièrement, est-ce que c'est quelque chose auquel je peux remédier? Toujours se poser cette question-là. Et vous allez réaliser que dans vos piles d'inquiétudes, la pile de choses qui nous inquiètent, mais où on ne peut pas intervenir, va être plus grande que celle où on peut intervenir. Et même celle où on peut intervenir, souvent, est une espèce de forme d'auto-sabotage. Blâmer, critiquer. Il explore évidemment le phénomène de la projection. Ce qu'on critique chez les autres, c'est souvent quelque chose en nous-mêmes. Se blesser ou devenir malade. Ah, attention, là, on se blesse, on devient malade. Des fois, mais observez les patterns. À quel point ça peut être un mécanisme pour se ramener à une zone où on est familier. Laryngite, mal de tête. On parle de gens qui se blessent aussi. Des fois, ça peut avoir l'air d'un accident. Des fois, subconsciemment, on sait ce qu'on fait. Se disputer. Cacher des sentiments importants. Ne pas garder ses engagements. Ne pas dire les choses importantes aux personnes concernées. Souvent, on en parle aux autres.
Ah, lui, c'est ci, c'est ça. Mais pourquoi tu parles pas de ça à lui d'abord? Tu es en train de parler de ça à quelqu'un d'autre. Dire les choses importantes aux personnes concernées. Dévier les compliments. Ça, c'est un grand signe que nous nous plafonnons dans notre bonheur. Ah, tes vidéos YouTube sont excellentes. Non, non, les vidéos en anglais sont, sont, sont de loin meilleures que les miennes. De loin. Oh, je fais de mon mieux, mais c'est pas excellent encore. Je pourrais faire mieux. Dévie les compliments. Bon, il faut accepter les compliments. De plus en plus, observer ces mécanismes où on bloque le flot de l'énergie positive dans notre corps et dans notre vie. Tes vidéos sont excellentes. Merci. En effet, oui. Wow, 36 minutes. J'aurais peut-être dû faire une vidéo séparée pour chaque livre. C'est comme ça. J'ai fait une vidéo pour les deux livres. Donc, comme je l'ai dit au début, lisez les livres de reconditionnement de la douleur avant de lire ces deux livres que j'ai conseillés. Mais si vous avez tout lu le matériel de base, vous vous sentez bloqué, de plus en plus pivoter vers le développement personnel. Plus en plus, remarquez à quel point vous vous auto-sabotez, non seulement dans le reconditionnement de la douleur, mais dans votre vie en général.